l'homme-machine, la sécurité, donc le processus de prise de décision donc, à bord d'un avion. Mais aujourd'hui, notre inquiétude, ce n'est pas le manque d'expérience des pilotes, mais notre inquiétude aujourd'hui vient du fait que les pilotes ne veulent pas pendant des mois et des mois et des mois. Et le jour où ils vont retourner dans le cockpit, cette absence de longue durée a réduit leurs réflexes, a réduit les routines, un petit peu leurs connaissances tacites qui sont extrêmement importantes dans le cockpit, sont aujourd'hui, je ne dis pas éliminées, mais enfin largement réduites. Et donc, ce qui fait que... Est-ce qu'on parlerait d'une reformation des pilotes, par exemple? Pardon? Est-ce qu'on parlerait d'une reformation des pilotes? Alors, Disons, pilote, c'est quelque chose qui est très compliqué parce que ça se fait dans les simulateurs. Les simulateurs sont rares, ça coûte extrêmement cher en temps horaire. Et à partir du moment où vous êtes un pilote qui est au chômage, qui n'a plus des liens directs d'emploi avec sa compagnie, qui doit renouveler sa licence, ce qui coûte très cher, parce qu'un pilote doit continuellement, tous les 6 mois, renouveler sa licence. Donc, ça coûte déjà très cher. Donc, l'accès au simulateur pour la formation est très limité et c'est à la disposition donc, des compagnies aériennes. Si vous voulez aller, il faut payer plusieurs centaines, voire milliers de dollars pour avoir accès à ça. Donc, ce qui fait que d'un côté, ils ont perdu leur job, si vous voulez, leur source de revenus, et de l'autre côté, donc des complications à ce niveau-là. Donc, il coûte très cher de maintenir leur qualification. Donc, vous voyez, donc ça, c'est devenu aujourd'hui, par exemple, on a eu un accident, malheureusement, un crash de Pakistan Airlines qui a été assez spectaculaire après la reprise, si vous voulez. Et ça a très bien montré comment le fait que les pilotes reviennent dans le cockpit après quelques périodes d'inaction, ben, ils sont des dangers dans le cockpit et justement l'accident de Pakistan Airlines en était un et qui montre bien justement cette réalité. Alors donc la crise nous a touchés, on est toujours autour des mêmes objets, mais je dirais le profil, ou c'est pas le bon mot, mais notre regard sur notre objet de recherche a été quelque peu modifié avec la crise de la COVID-19. Ben, merci beaucoup, Mera Ebrahimi. Moi, en tout cas, ce que je retiens et ce que je note de cette présentation très intéressante, c'est effectivement l'idée de crise. Le secteur aéronautique traverse une véritable crise qui a besoin d'être compensée par un leadership fort et des enjeux de recherche qui sont notamment liés à des enjeux de sécurité et de documentation par rapport à ça pour assurer, disons, je vais me répéter, mais à la sécurité et une reprise stable et progressive du secteur aéronautique. Oui, pardon? La pérennité, en fait, du secteur, notamment au Canada, où le gouvernement est très à ce niveau-là, est en jeu, là, justement. Et sur ce, je vais enchaîner avec notre troisième panéliste, Monsieur Dominique Lapointe. Je vais vous laisser prendre le relais et commenter sur ce panel et sur les présentations précédentes qui ont été faites, si vous le voulez également. Bonjour. Bonjour. Oui. Moi, j'arrive du côté tourisme, donc suite à beaucoup des prémices de mon collègue autour de l'aviation, s'applique aussi au tourisme. Hein? On est passé du surtourisme au zéro tourisme en, je vous dirais, environ 15 jours, 2 semaines. C'est une arrêt assez drastique. Hein? Comme dit un de mes collègues là, dans un de ses textes, il dit Tourism came to a grinding halt. Hein? Donc, il y a il y a un immense grincement autour de la planète et tous les mécanismes bien huilés du tourisme se sont arrêtés et tout ça à l'intérieur de 2 semaines. C'est sûr que comme chercheur qui s'intéresse au tourisme comme phénomène de société, mais surtout comme révélateur des sociétés, des territoires, tout à coup, mon objet de recherche disparaît. Hein? Donc, je dirais la première réponse est peut-être une réponse de panique. Et dans mon cas, pour la petite histoire, j'aime bien
j'aime bien l'anecdote. Lorsque je commençais ma thèse de doctorat autour de 2006-2007, je m'intéressais plus particulièrement à la géographie critique. Hein. Donc, ces géographes qu'on disait néo-marxistes, David Harvey, Eric Swingadow, Neil Smith. Et je me souviens que le discours ambiant dans l'académie à l'époque, c'était « Dominique, pourquoi tu t'intéresses à ces idées qui semblaient un peu, dépasser, hein, le classique. Le mur de Berlin est tombé en 1989. Pourquoi travailler avec ces approches-là aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, etc. Et puis, il y a eu la crise de 2008. Et tout à coup, ces penseurs ont été propulsés, je dirais, à l'avant-scène de la réflexion autour des structures du monde, du système monde capitaliste de l'époque. Et donc, moi, depuis environ un an et demi, je me suis mis à m'intéresser plus particulièrement à toute la question, toute la réflexion autour du concept de biopolitique, hein, qui avait émergé de la pensée de Foucault dans les années 70 et qui, du côté des études touristiques, était peu utilisé. Et tout à coup, 6-7 mois après avoir commencé à explorer cette dimension-là, la pandémie de COVID-19 arrive et nous sommes présentement en train de vivre probablement la plus grande expérience biopolitique de l'histoire de l'humanité. Et donc, mon directeur de département, Bruno Sarrazin, suite à une discussion autour de ça, me dit « Dominique, pour les 10 prochaines années, s'il vous plaît, aucun nouveau cadre théorique. Hein? Tu restes 2 comme ça en 10 ans, c'est suffisant. » Mais bon, autour de cette réflexion qui peut paraître un peu anecdotique, mais c'est l'idée que, somme toute, on travaille en recherche, dans le fond, dans un système qui est propice à la crise. Hein? Donc, dans cette idée de recherche, de performance, de croissance, on arrive avec des systèmes qui négligent, je dirais, pour paraphraser un peu les chants de ma collègue Yona, les fonctions de résilience du système. Hein? Et on le voit très bien dans cette espèce de machine touristique que certains auteurs appelaient le Tourismscape, qui est une machine très, très bien huilée, qui implique, quand on se met à réfléchir à toute la chaîne de valeur et de coordination impliquée entre l'instant où est-ce que vous achetez un billet d'avion pour partir en vacances et l'instant que vous revenez chez vous, c'est d'une complexité et d'une immensité, je dirais, qui est pratiquement étourdissante et à l'intérieur de laquelle les fonctions de résilience ont été plus ou moins, je dirais, mises en valeur. Et la crise présentement nous amène... une fois que la poussière est retombée et qu'on prend acte de la situation, mais tout à coup, toute cette idée du tourisme nous amène à réfléchir à la question de la transformation des mobilités. Parce qu'au fond, qu'est-ce que le tourisme? C'est l'accès à une certaine forme de mobilité, je dirais, privilégiée, basée sur des voyages d'agrément la plupart du temps. Et malgré le fait qu'on avait plus d'1 milliard de déplacements internationaux dans le monde, ce nombre de déplacements-là n'est pas redistribué également à travers la population de la planète et qu'il y a des classes qui sont hautement mobiles versus d'autres qui le sont beaucoup moins. Et la pandémie, ce qu'elle amène, c'est une transformation de ces mobilités-là, où est-ce que tout à coup, la valorisation de l'hypermobilité risque de se transformer tout dépendamment de la durée de la pandémie. Mais par contre, le désir d'ailleurs, je dirais, de dépaysement, de sortir justement de son quotidien, lui aussi va se transformer. Et c'est cette transformation-là de mobilité, à la fois des micro-mobilités du quotidien et des macro-mobilités, je dirais, d'agrément, qui sont celles qui nous intéressent dans le tourisme, vont être en transformation et ça va être intéressant de voir comment tout à coup répondre à ça. Un exemple des contradictions qui sont à l'œuvre présentement, c'est Bali qui, autour de avril-mai, en même temps qu'elle maintenait des restrictions d'accès pour les visiteurs, les touristes étrangers, avait aussi une campagne pour favoriser l'attraction des nomades numériques qui peuvent travailler à distance. Hein, pourquoi?
Tant qu'à être confiné et travailler à distance, pourquoi rester au froid à Montréal quand on pourrait avoir accès à Bali? Hein? Mais d'un côté, c'est là qu'on voit qu'il y a une renégociation de l'accessibilité et de la valorisation des mobilités. Et le corps en mouvement, tout à coup, tous les corps en mouvement n'ont pas la même valeur. Et bon, l'exemple aussi bon, vous avez probablement croisé le reportage de radio de la CBC sur les exemptions de quarantaine pour certains voyageurs. Et donc, où est-ce que les critères sont plus ou moins clairs, ça semble assez discrétionnaire. Et donc, c'est cette idée-là que tout à coup, il y a une classe qui peut maintenir une mobilité dite sécuritaire quand une autre ne pourra pas ou va être contrainte à ses micro-mobilités face au corps porteur de la menace, hein, donc dans ce qu'on appelle les services essentiels. Et donc, il y a toute une renégociation de ces rapports de force à travers la mobilité. Et où est-ce que on a parlé de la lutte des classes, on a parlé de la lutte des places, et maintenant, il risque d'avoir ce qu'on appelle une certaine forme de lutte des mobilités. Et ça, c'est extrêmement pertinent si on est un chercheur en tourisme parce que, au-delà du produit, du marché et de la détente, qu'est-ce qu'il y a? C'est cette affirmation du droit au mouvement et de qui peut avoir la maîtrise de son droit au mouvement versus celui qui se fait imposer l'immobilité ou le mouvement. Et il y a l'apparition de l'immobilité comme élément, je vous dirais, valorisé, alors que l'hypermobilité était extrêmement valorisé et, je dirais, symbole de statut, de richesse, tout ça. Oui, je termine avec ça. Aujourd'hui, à travers le confinement, la pandémie, il y a aussi ceux qui peuvent se permettre l'immobilité dans le confort et avec un ensemble d'aménités qui peut et qui va et qui peut devenir, je dirais, symbolique de statuts sociaux, ce qui n'était pas le cas là, 6 mois. Et donc, c'est toutes ces transformations-là qui amènent tout à coup des chercheurs en tourisme à aborder des enjeux de société qu'on n'aurait pas abordés s'il n'y avait pas eu ou qu'on aurait abordé à la marge ou qu'on aurait abordé en étant, je dirais, vu comme étant périphérique à notre domaine, alors que tout à coup, on se retrouve à être dans une discussion qui est centrale. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Lapointe, pour toutes ces idées. Moi, de mon côté, ce que j'ai retenu, c'est vraiment l'idée en tout cas encore une idée de crise, donc de panique et voilà, de réadaptation et de redéfinition même de ce qu'est la mobilité au sein du tourisme. Avec notamment une nouvelle valorisation de manière de faire au niveau de la mobilité, disons une mobilité qui maintenant met en avant des enjeux sociaux, des enjeux de lutte, des enjeux de droit et qui peut retransformer en fait aussi la manière dont on fait, dont on fait la recherche autour de ces enjeux et de qu'est-ce que devient la mobilité aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Je vais continuer avec des questions et après, je vais les lancer et vous pourrez me dire si vous voulez commencer à répondre. J'en ai une première que l'on a préparée avec l'équipe du symposium. Donc effectivement, comme on s'en doutait, tout le monde parle de la COVID-19. Le COVID-19 est le sujet central et maintenant dans toutes les recherches, puisque c'est le sujet de notre panel, toutes les recherches sont liées plus ou moins maintenant au Covid. Et on voit cette vague Covid, ce bruit du Covid qui est là, qui est présent, quel que soit le domaine, que ce soit celui des territoires, que ce soit celui de l'aéronautique ou que ce soit celui du tourisme. Face à tout ce bruit, face à tout ça, à cette vague, à ce tsunami Covid dans les recherches, qu'est-ce que l'on doit garder selon vous? Comment on fait la part des choses dans toutes ces informations et comment peut-on retrouver toute l'information pertinente face à tout ce bruit? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? C'est une vaste question. Je ne sais pas, Dominique, Oui. si tu aimerais répondre ou j'ai un petit élément de réponse en fait par rapport à la thématique sur laquelle je travaille. Bon, c'est sûr que je travaille sur toute la question de la résilience, la préparation aux catastrophes et toute la question de
du retour à un rythme, enfin, à une normalité, entre guillemets, là, évidemment. Et donc, en fait, toute cette question de crise sanitaire, en fait, il n'y aura jamais assez de bruit, puisque finalement, c'est un événement qui fait partie des objets d'étude. Par contre, effectivement, l'impact que ça peut avoir en termes de recherche de façon plus globale, c'est notamment éventuellement une question de financement. Parce qu'actuellement, on a toute cette, notamment dans les demandes de subventions, dans le financement de la recherche, etc., on met l'emphase actuellement, et c'est tout à fait normal, sur l'impact de la crise sanitaire, sur comment faire, etc., la crise sanitaire. Mais cette crise-là, à un moment donné, va passer. Donc, c'est comment s'assurer que je dirais, au-delà de cette richesse en termes de recherche que ça peut amener, comment en tirer des leçons, en fait. Comment ce retour d'expérience-là pourrait être pertinent pour les autres recherches qui se font également en parallèle et pas uniquement, pour reprendre un peu ce que Dominique disait tout à l'heure avec l'hypermobilité, pardon, pas l'hypermobilité, la mobilité, attirer les travailleurs étrangers à Bali. Comment justement faire que la recherche intègre une crise sanitaire ne soit pas que on propose de nouveaux objets médiatiques pour faire circuler l'information. Ça, c'est un des éléments que le bruit COVID, et je mets plein de parenthèses partout, des guillemets, partout, parce que c'est évidemment, c'est une crise, quoi. C'est normal. C'est en termes de résilience, de recherche sur la gestion de crise, c'est à chaque fois qu'il y a une crise, on le fait, mais ça dure plus ou moins longtemps. Et là, on a un impact, une gestion de crise beaucoup plus longue que, par exemple, la crise de gestion associée aux inondations, par exemple. Même si les inondations se répètent tous les ans. Donc, voilà. Je dirais de mon côté, la question du bruit COVID, la COVID-19 présentement, elle est effectivement partout et elle devient, je dirais, et c'est là que je dis, on est dans la plus grande expérience biopolitique de l'humanité, elle devient la force structurante du politique présentement, ou du moins en apparence. Par contre, comme chercheur, il ne faut pas oublier, il faut garder en tête que tout ce qu'il y avait avant l'épidémie de COVID n'est pas disparu. Et les inégalités créées par la COVID-19 ne sont pas, se superposent aux inégalités existantes. Elles créent de nouvelles inégalités, c'est vrai, mais elles se superposent et acerbe certaines inégalités. Donc, à partir de l'instant qu'on réfléchit dans une perspective, je dirais, critique, avec l'idée que la science est au service d'une société pour plus de justice, pour plus d'égalité, pour plus d'équité, bien, effectivement, les enjeux, tous les enjeux d'iniquité que la société capitaliste contemporaine crée et sur lequel elle se construit, se structure, restent en place. Dans certains cas, se trouvent renforcés. Bon, je travaille présentement à un texte avec une collègue de l'Université de Sherbrooke et en gros, ce que l'on voit, c'est que d'un côté, dans la dimension, je dirais, autour de la responsabilité, autour du tourisme, et dans cet univers biopolitique-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a toute une réflexion et un discours autour de la sécurisation du corps du touriste pour le ramener à voyager, mais ce discours-là n'inclut pas de la même manière la sécurité de la main-d'œuvre. Et cette sécurité de la main-d'œuvre-là, elle se fait pas pour la sécurité de la main-d'œuvre pour elle-même, mais par rapport à son interface avec le touriste. Et ça fait écho aux enjeux d'inéquité et de performance du corps associé au tourisme d'avant la COVID. Hein? Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que sinon, on se trouve à, tout à coup, de manière très, et je dirais, à la limite pratique pour certains groupes d'intérêt, abandonner tout un ensemble. La recherche n'est pas caduque à cause de la COVID.
Bien Hein? sûr, mais les enjeux existent et effectivement, ils sont les mêmes. Mais est-ce que la Covid est l'occasion de subjuguer ces enjeux ou est-ce que c'est un bruit qui peut mettre derrière le rideau certains enjeux de lutte des classes, d'inégalité? C'est ça Et, aussi. et c'est là l'importance de maintenir je dirais, des pôles de recherche qui posent ces questions plutôt que de concentrer toutes les ressources et le financement sur la recherche utile pour revenir à un nouveau normal, ou du moins le plus proche possible d'un normal d'avant qui, si on se pose la question en termes de durabilité et toutes les réflexions autour de l'Anthropocène, n'était peut-être pas un normal si désirable, d'une certaine manière. Mhm. Est-ce que, Monsieur Ebrahimi, est-ce que vous souhaitez renchérir Alors, je vais prendre le relais de Mehran Ibrahimi. Donc, moi, je suis Jérémy Viré, donc je suis le coordinateur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile. Donc, je me permets de prendre le relais. Bonjour, merci de l'invitation. Je pense dans la continuité de ce que viennent de dire Yona Gebrak et Dominique Lapointe, au niveau de l'aéronautique, c'est un peu le même esprit, si je peux dire, que ce choc de la Covid-19 est venu briser en fait la tendance principale qui était l'augmentation continue du transport aérien qui a doublé en l'espace de 20 ans et son corollaire qui était donc le manque de main-d'œuvre, donc cette croissance exponentielle d'un côté et le manque en fait surtout ce qui nous intéresse de pilotes pour y répondre. Mais dans tous les cas, notre objet de recherche, lui, n'a pas été dans son cœur principal, n'a pas été vraiment impacté. Ça a même été peut-être accéléré au niveau, parce que la dynamique qui nous intéresse principalement, Mehran Ibrahimi l'a mentionné, c'est vraiment ce rapport homme-machine. Et ce qu'il y a derrière, en fait, c'est ce qu'on observe, c'est de plus en plus la substitution des compétences et des connaissances des pilotes par l'introduction en fait, de nouvelles technologies. Donc, ce qu'on voit dans les cockpits, c'est une automatisation croissante en fait, des fonctions de pilotage. Airbus et même Boeing, donc les deux principaux constructeurs d'aéronefs commerciaux, se penchent déjà depuis un moment sur un cockpit avec un seul pilote, voire même 100 pilotes. Désormais, on peut toutes les étapes de pilotage, du décollage en route jusqu'à l'atterrissage, peuvent se faire de manière automatique. Et ça se fait très avec à plus long terme des vols assurés par des techniciens, disons. Par des opérateurs dans l'armée, ça existe, hein, les drones qui vont tuer des gens en Afghanistan. Ce sont des aéronefs sans pilote qui font des missions qui autrefois étaient opérées par des pilotes de chasse. Donc c'est quelque chose, voilà, les développements technologiques tendent vers ça. Nous, on s'intéresse vraiment en termes de sécurité principalement à qu'est-ce qui va en advenir. On ne rentre même pas dans la partie, je dirais, éthique de substituer des pilotes par des machines, mais seulement sur qu'est-ce que cela veut dire. Est-ce qu'on peut totalement substituer un pilote par une machine? On se penche là-dessus, puis il y a évidemment des dynamiques managériales qui rentrent en jeu. Donc notre objet de recherche ne change pas, et va même peut-être s'accélérer. Cette substitution va peut-être être accélérée parce que construire et mettre une machine opérationnelle versus qualifier un pilote à tous les 6 mois quand on ne sait même pas quel va être le niveau de la demande dans 6 mois, je pense que ça vient accélérer ces dynamiques-là. Ouais, donc si on reste, par exemple, si j'ai bien compris, si on reste sur l'enjeu de la recherche, disons que le fait que la Covid et cette pandémie se soit passée et ait été un acteur malgré elle de changement sur beaucoup de secteurs, notamment le secteur aéronautique, on pourrait voir certaines choses qui auraient normalement pris plus de temps s'accélérer au sein de processus, notamment si on se rend compte que les pilotes, après une certaine période, disons, comme disait M. Ebrahimi, disons, ont plus de difficultés à reprendre les commandes et à avoir un vol sécuritaire. Si c'est prouvé au niveau de la recherche, au niveau aéronautique, donc ça pourrait s'accélérer, si j'ai bien compris. C'est ça, ce genre de recommandation ou d'automatisation de l'aéronautique dû à la pandémie de Covid. Oui, je pense qu'il va y avoir une accélération, tout comme c'est beaucoup dans l'esprit, en fait, je pense, des gestionnaires, tout comme le télétravail qui existait. On pouvait télétravailler depuis plusieurs années déjà, mais le fait que ce soit imposé
par la force des choses, ça vient confirmer un petit peu des façons de faire. Et bon, on en est encore loin sur l'automatisation complète des pilotes, parce que la réglementation est là, et Dieu merci pour protéger quand même l'innovation versus l'utilisation. Donc je pense qu'on en est encore loin, mais c'est sûr que par rapport à une tendance précédente à cette crise, on va voir les choses changer plus vite. Et en tout cas, sur ce, je voudrais rebondir sur une autre question. Donc, on a vu également à travers les différentes présentations que les dynamiques touristiques sont liées aux enjeux aéronautiques et aux enjeux de territoire. On peut dire aussi, ce qui était dit, c'est que ces dynamiques ont souvent aussi, disons le tourisme ou l'aéronautique, peuvent avoir des impacts désastreux sur les communautés locales résilientes. Et moi, est-ce que la question que je souhaiterais vous poser, c'est à vous trois, c'est est-il souhaitable et pertinent selon vous d'aborder ces objets de recherche maintenant sous l'angle de la COVID-19 ou dans nos recherches afin de pouvoir développer le pouvoir, la puissance de l'argumentaire scientifique? Surtout pas tous à la fois. Je vais laisser Dominique répondre en premier. Oui, je dirais, ce qu'il faut faire attention avec l'immédiateté, c'est d'en arriver à des conclusions trop rapides. Donc, je crois que ce qui est extrêmement pertinent et qui est aussi, je dirais, une opportunité historique, là, mais on s'entend, c'est difficile d'être opportuniste dans un contexte où est-ce que les gens, parce qu'il y a beaucoup de souffrance, de mort et tout ça, mais je crois qu'il y a un besoin pour cette recherche descriptive là qui se passe pour décrire ce qui se passe présentement, même si certaines des conclusions qu'on tire aujourd'hui peuvent être erronées sur le long terme, ça reste que la dimension descriptive pourra être réutilisée pour réfléchir. Et dans cette optique-là, peut-être, si tout va bien la semaine prochaine, la revue Théoros sort justement un numéro hors série qui a été fait là, avec un processus d'évaluation ouverte plutôt que processus d'évaluation à l'aveugle habituel, mais pour avoir justement un certain corpus, on parle de près d'une vingtaine d'articles courts qui décrivent la réalité des angles, certains angles autour de la crise de la COVID-19 en lien avec le tourisme. Donc, l'adaptation d'Airbnb dans une ville européenne, la question des bateaux de croisière, les communautés autochtones en lien avec le tourisme. Donc, comment... Et tout ça s'avère être plutôt descriptif, parce que c'est très difficile de tirer des conclusions à court terme, mais cette dimension descriptive, elle a une valeur parce qu'on va pouvoir lui revenir de manière historique et pouvoir corriger le tir de nos visions prospectives. Et si on ne les a pas, on ne pourra pas... Oui, on peut dans 2 ans, 3 ans faire des entretiens puis demander aux gens comment vous avez vécu la période 2, mais ce n'est pas la même chose que le faire présentement. Oui, ce qui est important, c'est, en tout cas, quand on cherche à comprendre les phénomènes, c'est de voir le présent, mais le long terme également. Donc, pour rebondir un peu sur ce que Dominique dit, c'est qu'on est dans une description qui met en lumière des pistes de réflexion qui vont devenir autant de champs de recherche potentiels, mais qui finalement s'intègrent dans une approche beaucoup plus large de la gestion de crise, par exemple. Voilà. D'accord. Et Jérémy, est-ce que vous souhaitiez répondre? Je ne suis pas vraiment sûr d'avoir bien compris ce que vous cherchiez à comprendre là, sur cette question-là par rapport à la précédente. Est-ce que tu pourrais peut-être juste reformuler pour moi, pour que je puisse mieux répondre à ça? Oui, bien sûr.
En fait, c'est effectivement l'idée, je vais rebondir sur effectivement l'idée de monsieur Lapointe, c'était effectivement, doit-on prendre du recul ou pas avant d'analyser, disons, les choses, vos objets de recherche. Est-ce que... Ah, allô, allô? Oui, j'ai pas tout entendu, mais je vais peut-être me concentrer sur la partie sur le recul, mais ça paraît assez évident qu'il est une mise Mhm. dans ce cas-là, mais en dehors de l'objet de recherche que j'ai décrit plus précédemment, c'est vraiment oui, peut-être au niveau de l'étude des impacts en comparaison avec les crises précédentes qu'a mentionné le professeur Ebrahimi, qui est assez intéressant. Enfin, c'est cette comparaison-là en fait qui à l'heure actuelle est intéressante sur la portée la portée enfin, les conséquences en fait versus Oui. celles que le secteur aéronautique, donc autant l'opération que la construction. Donc la construction aéronautique, comme la plupart des industries manufacturières, s'inscrit quand même dans des cycles d'investissement assez longs. Et puis là, ils viennent d'être brisés par des crises qui sortent un peu de nulle part, entre guillemets. Donc c'est intéressant de comparer cette capacité de redressement industriel dans là, ce qu'on vit actuellement. Cette partie-là est intéressante, mais après, il n'y a pas d'exercice de prévision pour la fin. Les organisations internationales essaient de prévoir un retour à la normale dans 18, 24 mois. Je pense que là, ça ne nous concerne pas directement parce que c'est vraiment de la spéculation. Mais c'est vraiment sur l'aspect comparaison entre différentes crises qui nous concerne particulièrement. Et donc, avec ça, d'ailleurs, je souhaiterais enchaîner en fait avec les questions du public. Je m'excuse d'ailleurs de la connexion. On essaye de régler ça en coulisses. J'ai une première question. Au courant de la pandémie, il y a eu beaucoup de dichotomisation entre les services essentiels et non essentiels. Quels aspects ou objets des domaines du tourisme et de l'aviation sont essentiels dans nos sociétés? Peut-être si je peux commencer au niveau de l'aviation, donc du transport aérien. Donc, je pense que la partie, ce que nous on distingue vraiment, ce que je disais précédemment, la partie manufacturielle de la partie opérationnelle. Donc la partie manufacturielle, de manière assez évidente, ce n'était pas considéré comme un domaine essentiel, hormis que ça fournit quand même des revenus et des emplois à des dizaines de milliers de personnes ici à Montréal. Donc localement, c'est quand même un employeur très très important. Après, la partie transport aérien, pour le coup, a été quand même si elle a été drastiquement réduite, on parle de 90 à 95% de réduction de vol au niveau mondial. C'était le cas, c'est les mêmes ordres de grandeur au Canada. On avait quand même des vols quotidiens, quasi quotidiens vers l'Europe, par exemple. Parce qu'on a toujours des diplomates qui voyagent au niveau international, même au niveau régional, le transport médical d'urgence qui a perduré pendant toute la crise. Puis aussi au Québec, on a des régions assez éloignées qui dépendent en fait par exemple d'acheminement de blessés graves vers des centres hospitaliers de Québec, enfin, tout ce qui se tourne au niveau du Grand Nord, qui dépend vraiment de l'aviation pour le secours médical. En fait. Donc là, comme ça, j'ai vraiment ça en tête qui, bien évidemment, est essentiel. Après, sur les questions touristiques, enfin, de transport, voyage d'agrément, là, je laisserai peut-être Dominique Lapointe compléter. Ben, premièrement, moi, ma question qu'il faut se poser, c'est qui a le pouvoir de définir ce qui est essentiel? Et ça m'apparaît être une question qui, présentement, n'est pas assez abordée. De voir comment
Dans la première définition des zones rouges au Québec, les bibliothèques et les musées étaient considérés comme non essentiels et milieux à risque. Bon, écoutez, on pourra en discuter plus longuement, puis je ne veux pas nécessairement ouvrir ce genre de débat-là, mais on voit bien qu'il y avait des a priori politiques sur la définition de ce qui est à risque et essentiel. Et ça, il y a des rapports de pouvoir qui sont importants là-dedans. Ce qui est particulier avec le tourisme, c'est que une grande partie des travailleurs touristiques qui se sont ramassés sans emploi d'une certaine manière, donc non essentiels, sont un peu, je dirais, en porte-à-faux entre les services essentiels et tous les services qui peuvent être faits dans l'immobilité à distance du chez-soi. Parce qu'en gros, il y a toute une partie de l'industrie touristique qui offre des services qui sont de type, comme une de mes étudiantes l'exprime très bien, là, Myra Coulter, qui font partie des fonctions reproductives de la société. Hein? Donc, combler des biens, pas des biens, des besoins essentiels, comme dormir, se loger, manger. Hein? Parce que c'est ça aussi le tourisme. Et tout à coup, ces travailleurs-là, qui comblent des besoins essentiels de visiteurs, se retrouvent à être comme un peu coincés entre ce qu'on appelle l'essentiel et le non-essentiel. Et ça, c'est une contradiction qui est somme toute assez intéressante à aborder, parce que ce que ça nous dit, et bon, j'ai publié un article là-dessus, là, dès le début de la pandémie, là, dans une revue qui s'appelle Tourism Geography, l'article s'appelle Reconnecting Tourism, c'est que tout à coup, on a créé une espèce de strate économique autour des touristes qui se trouve je dirais, un peu à être en suspension au-dessus des territoires. Parce qu'on a des entreprises qui au final, sont dans dormir, nourrir, se loger, mais qui offre ces services-là à des gens qui ne résident pas, des gens qui sont mobiles. Et bon, il y a toute une littérature sur la dimension enclavique du tourisme, hein, que le tourisme crée des enclaves symboliques, voire même économiques, sans nécessairement créer d'enclaves territoriales. Et c'est cette partie-là de l'industrie touristique qui s'est comme effondrée, parce que le visiteur étranger, il est parti. Et que là, il y a une certaine forme de reconnexion qui se fait autour des besoins, je dirais, essentiels, entre guillemets, d'une population résidente. Et que présentement, dans l'adaptation des entreprises touristiques à la nouvelle réalité, il y a comme deux critères qui semblent assez importants. C'est la capacité de pouvoir répondre aux besoins d'une communauté qui est plus locale. Pour vous donner un exemple, là, le tourisme aux îles de la Madeleine, cette année, dans leur bilan de saison, ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'ils ont eu à peu près la moitié des touristes qu'ils ont d'habitude. Eux, ils avaient même un quota mis par la santé publique de gens qui pouvaient venir en tant que touristes. Par contre, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que 73%, il y a eu 73% moins de déplacements de Madelinos vers l'extérieur de l'archipel. Et tout à coup, les entreprises touristiques doivent prendre en compte ce jeu-là dans le rééquilibrage des mobilités. Et les organisations qui vont le réussir à se reconnecter autour des besoins de cette population-là risquent de passer à travers la crise mieux que d'autres. L'enjeu, c'est quand tout à coup, on arrive dans des destinations comme Percé ou Tadoussac, où est-ce que tout à coup, la communauté locale qui a des besoins est beaucoup plus petite que ce que la masse touristique amenait. Il ne faut pas se tromper, même si certaines de ces régions ont déclaré avoir eu un été fantastique. Effectivement, la Gaspésie, Charlevoix a été très, très, très en demande cet été. Il ne faut pas oublier que l'été a commencé beaucoup plus tard que d'habitude pour ces entreprises touristiques-là. Et plusieurs étaient à 50% de leur capacité d'accueil. Donc, au final, ils ont sauvé leur saison, mais ça n'a rien à voir avec la saison qu'ils auraient d'habitude. À quelques exceptions près, là, où est-ce qu'entre autres, là, certains producteurs agroalimentaires du terroir, eux, se sont fait dévaliser leur stock là, et ont battu des records. Ça reste que les hôtels étaient, les hôtels étaient pleins, mais à 50% de leur capacité.
il y a peu d'hôtels qui, le modèle d'affaires leur permettent d'avoir la haute saison à 50% d'occupation et de survivre. Là. Et c'est ces éléments-là qui sont à prendre en compte là, aussi dans notre lecture plus fine de la situation. Mais donc, si j'ai bien compris, et j'aimerais peut-être, si Madame Gebrac veut s'exprimer à ce sujet, est-ce qu'il faudrait donc avoir une autre lentille d'analyse sur ces enjeux et, disons, sur ce qui est essentiel et non essentiel dans notre manière d'analyser, si pour rebondir sur le sujet, sur les territoires? En fait, j'aimerais faire un lien avec ce que Mélissa Généreux a dit hier durant le symposium, justement, où elle expliquait notamment toute l'importance de tenir compte des besoins des individus. Donc, on peut parler d'une échelle communautaire ou d'une échelle collective, mais on a également besoin de parler de l'échelle individuelle. Et donc, en termes, je dirais, de lentilles, la lentille existe. Le problème, il n'est pas là. La question, je pense qu'elle réside plutôt dans le regard pluridisciplinaire, ou en tout cas de croiser les regards pour permettre justement de bien comprendre toutes les ramifications que tous ces éléments impliquent. Essentiel, non essentiel, je ne me lancerai pas là-dedans parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, évidemment. Mais on a toute cette question de justement ce que la crise sanitaire permet, en tout cas par rapport à mon domaine plus spécifique, c'est d'allier des lentilles qui traditionnellement ne travaillent pas toujours ensemble. Le fait, par exemple, de dire, bon, je reprends l'exemple de Mélissa Généreux. Mélissa Généreux travaille en santé publique et là, toutes les deux, elle et moi, on travaille maintenant sur notamment toute la question de la vulnérabilité des populations. Donc, pas uniquement d'un point de vue socio-sanitaire, mais également d'un point de vue plus lié au domaine des études urbaines. Donc, on est vraiment, je pense que les lentilles, finalement, existe. C'est la recomposition des lentilles les unes par rapport aux autres qui va offrir une lecture une lecture très riche en fait de la situation actuelle. Mais disons, quelle recomposition des lentilles? Est-ce que vous avez des... Non, mais c'est de mettre vous parlez par exemple de mettre en commun qu'est-ce qui pourrait être donc aujourd'hui mettre en commun qui ne l'était pas avant et que la Covid peut, disons, malgré elle, offrir comme opportunité de symbiose? Alors là, je me lance dans une proposition. Dominique et Jérémy, vous réagirez en me disant si ça fait sens, si ça fait pas de sens, mais il y a des exemples potentiels. C'est dire, OK, si on parle par exemple de l'impact économique lié au tourisme, mais cet impact économique, c'est une industrie évidemment, mais c'est aussi des individus à l'intérieur de cette industrie. Donc, ça peut être de regarder les différentes échelles en fait des communautés et des industries pris au sens très large. Je ne donne pas de définition au terme, mais je pense que ça pourrait être un exemple de recomposition qu'on pourrait observer grâce justement à ce genre de crise sanitaire qu'on observe. D'accord. Avec ça, parce que vous parliez d'un panel du panel d'hier qui portait plus sur les enjeux de santé et santé communautaire notamment. J'ai une question. Alors, je vais vous la lire. Au panel d'hier, une panéliste parlait de l'organisation communautaire qui permettait aux communautés de s'organiser face à la pandémie, de répondre à leurs besoins locaux. S'agit-il d'un oxymore que de parler de tourisme local et quelle est la pertinence sociale de cet objet d'étude? Si ça ne vous dérange pas, je vais y aller. C'est intéressant parce que c'est... bon, les catégories... La catégorie qu'on utilise d'habitude, c'est ce qu'on appelle le tourisme domestique. Hein. Et là, au Québec, il ne faut pas se le cacher, là, lorsqu'on enlève Québec et Montréal, ce qui fait vivre les communautés touristiques, c'est le tourisme domestique. Hein, c'est le tourisme de séjour. Donc, oui, les croisières, ça fait faire des chiffres. Oui, il y a beaucoup de visiteurs internationaux. Mais ça reste qu'au final, là, si vous êtes Kamouraska, si vous êtes Natashquan, si vous êtes
tous les villages de villégiature, c'est beaucoup le tourisme domestique. Et il y a le déficit de soleil là, au Québec qui fait que les Québécois dépensent beaucoup pour aller récupérer du soleil l'été, l'hiver, ce qui risque d'être moins le cas cette année. Il faudra voir. Mais cette idée de tourisme local, effectivement, c'est un terme qui est un peu contradictoire. Par contre, et vous voyez, la COVID, là, dans ce contexte, des fois, on se trouve à être chanceux, mais moi, ça fait plusieurs années que je parle pour les communautés rurales qui veulent développer le tourisme, de réfléchir à comment le tourisme peut s'inscrire dans la réponse à leurs besoins. Donc, pour essayer de limiter des cas comme on a un hôtel avec une piscine qui, en basse saison, à peu près personne qui utilise, mais les enfants qui vivent à côté font 50 kilomètres sur des chemins glacés pour aller prendre des cours de natation au premier pôle urbain à côté. Alors qu'il y a une piscine disponible là, dans leur cours, dans certains cas. Ce type de réflexion-là. Et c'est cette idée que tout à coup, avec cette espèce de rupture de la mobilité internationale, que tout à coup, les restrictions de mobilité à l'intérieur des ensembles nationaux, tout à coup, amène dans quelle mesure c'est pertinent de faire des investissements dans des infrastructures touristiques qui vont se trouver à être fragiles face à ces restrictions. Par contre, si on réfléchit à des investissements en infrastructures qui peuvent être utilisés par la collectivité, des services, que ce soit au niveau de la culture, au niveau des loisirs, au niveau des sports, au niveau de l'approvisionnement, qui peuvent être un plus pour la communauté locale, et si jamais les touristes ne viennent pas ou c'est plus tard, on n'a pas l'impression d'avoir fait des investissements futiles ou frivoles. Et ça existait avant. Toute la stratégie de développement touristique de l'Abitibi-Témiscamingue depuis une dizaine d'années passe autour de la réponse aux besoins de nos communautés en premier. Donc, il faudrait repenser les infrastructures essentielles. Et là, ça pose cette question-là de qu'est-ce qui est essentiel, pour qui et comment on les partage avec des clientèles ou du moins des populations qui sont, je dirais, plus mobiles et qui peuvent les utiliser. Et donc, aller chercher des rapports, je dirais, de force économique d'une certaine manière, plutôt que de réfléchir en termes de... Et tout ça, ça amène aussi d'amener une réflexion post-industrielle au tourisme. Et parce que ça, s'il y a une activité qui est clairement intégrée dans toute la question de la post-industrialisation des sociétés, c'est bien la croissance du tourisme, la mise en marché de l'expérience et toutes ces choses-là. Mais en même temps, on continue de la gérer, de la concevoir comme une industrie sur une chaîne de valeur assez linéaire. Et c'est ce modèle-là aussi qui risque d'exploser si les contractions de mobilité, si la mobilité reste tronquée pendant plusieurs années. Puis je vais juste terminer, je sais que je dis beaucoup de choses, puis je parle beaucoup, avec un tout petit élément qui est que dans les crises précédentes, le fardeau du retour des visiteurs était sur les destinations. Donc, à l'endroit, c'était à la réception. C'est de recréer cette espèce de sentiment de confiance, de sécurité à la réception. Aujourd'hui, avec la crise de la COVID, en lien avec la mobilité, il y a aussi l'insécurité et les restrictions autour des pôles émetteurs. Et on l'a très bien vu alors qu'on a parlé d'un été, somme toute, où est-ce que la saison a été sauvée pour les territoires touristiques dits en périphérie, de grande nature. Leur automne a été catastrophique parce que le pôle émetteur de l'Axe Québec-Montréal, qui est le cœur de l'écoumène québécois, dans un contexte où est-ce qu'il y a peu de mobilité internationale, s'est retrouvé en restriction de mobilité assez rapidement au début de l'automne. Et donc, la saison des couleurs pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour la Côte-Nord, pour la Gaspésie, a été catastrophique parce que le pôle émetteur a été restreint dans sa capacité d'émettre des corps mobiles qui vont consommer à l'extérieur. Et ça c'est assez nouveau dans cette crise par rapport au tourisme, où est-ce qu'avant, c'était constamment le retour de la confiance dans la destination.
Donc, si j'ai bien compris, par exemple, c'est l'idée de changer de façon de penser. On avait ce pôle de fardeau qui revenait, disons, à l'idée que on va vous envoyer de la population et vous allez avoir le fardeau de bien les accueillir, de les gérer, de les renvoyer, de faire tout ça. Alors qu'aujourd'hui, on va dire aux personnes qui envoient disons une masse de population, de leur dire faites attention aux populations que vous envoyez maintenant. Et voilà, maintenant, c'est vous qui devez avoir la charge de s'assurer qu'il y ait une sécurité et qu'il y ait une prise en charge des personnes que vous allez envoyer. Et ça montre aussi l'interrelation en termes de sécurité sanitaire des territoires. Mm-hmm. Et ça, c'est important parce que cet hiver, il y a eu un instant, bon, pour vivre là, à cheval entre les, les territoires ruraux et urbains, il y a eu un instant où il y avait des discours cet hiver sur pourquoi les Montréalais devraient... C'était un problème montréalais et que le reste du Québec devait pouvoir vivre. Bon, ce qui est moins le cas en deuxième vague, mais en première vague. Mais par contre, c'est toute cette idée, si c'est un problème montréalais, bien, toutes les industries qui vivent de la mobilité montréalais ou du moins du cœur du Québec, de la mobilité qui vient du cœur de l'Écoumène, bien, si le cœur de l'Écoumène ne peut pas être mobile, bien, c'est votre problème à vous aussi, parce que vous vivez de cette mobilité-là. Et ça a été très peu amené dans le débat public. D'accord. Et est-ce que, disons, au niveau des territoires ou de l'aviation civile, est-ce qu'on ressent aussi ce changement du fardeau, disons, de la prise en charge? Peut-être au niveau de l'aviation civile, hein, quelques points de réflexion. Le premier, c'est, ça a été mentionné précédemment, un peu cette rupture au niveau de la chaîne de valeur qui était fondamentalement internationale au niveau des industries manufacturières. Ça a été moins ressenti côté de l'aéronautique, parce que, comme je l'ai dit précédemment, le côté manufacture n'était pas considéré comme essentiel, comme ont pu l'être la production de masques ou des biens quand même beaucoup plus essentiels au niveau, en tout cas temporairement au début de la crise. La chose la plus, comment dire, je dirais, plus flagrante, c'est encore une fois l'accélération des tendances qui étaient déjà amorcées depuis quelques années. Donc, l'aviation civile, c'est surtout le changement. On a vu la mise à la retraite anticipée de plusieurs compagnies de la 380, donc ce jumbo jet, comme on dit, de Airbus, qui était il y a 10 ans l'innovation technologique phare qui allait révolutionner le transport aérien. Et là, c'est ça, Qui était déjà critiqué avant la Covid, d'ailleurs. Qui allait doucement vers le déclin, mais là, ça l'a accéléré, le 747. Donc, pareil, tous ces avions capables d'emporter plus de 300, 350, voire jusqu'à 500 passagers, qui sont mis là à la retraite anticipée beaucoup plus rapidement que c'était prévu. Donc, on voit l'émergence de ces avions monocouloirs, donc c'est-à-dire vous n'avez un seul couloir entre les deux rangées de sièges, qui peuvent maintenant traverser l'Atlantique totalement. La Air Transat a eu le record là, avec son A321 LR. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire traverser un Montréal-Athènes avec un avion c'est la même gamme des A320, les avions qui vous amènent dans le sud ou pour aller à Vancouver. Donc, c'est des petits avions, mais qui ont été remotorisés, reconfigurés pour des voyages beaucoup plus longs, mais qui viennent donc beaucoup plus efficients en fait, pour les compagnies aériennes, c'est-à-dire moins de coûts de maintenance. Au niveau de l'énergie consommée, c'est assez intéressant, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt sur les considérations sécuritaires, parce que cet avion-là qui a fait un Montréal-Athènes, donc qui a gagné un record, ce qui est moins dit, c'est sur le retour, il a dû faire un arrêt à Paris, parce qu'au niveau de la consommation de carburant avec les vents dans l'autre sens, c'est pas la même affaire. Donc, on vient tirer de plus en plus sur les marges. Ça, c'était la tendance qui était déjà amorcée, mais là, économiquement, la diminution du nombre de passagers, donc le besoin de flexibilité pour les compagnies aériennes pour essayer de limiter la casse, et cette pression-là est accentuée. Et on s'en va vers des avions qui sont plus légers. Et, en tout cas, on vient tirer sur la marge, et ça de manière de plus en plus exacerbée suite à cette crise. Madame Gebra, qu'est-ce que vous souhaitiez renchérir? Oui, vous m'entendez? Est-ce que
Oui, mais j'ai pas de, Oh, je travaille pas sur les questions en tourisme, alors d'accord. je Ben, laisse la voix aux experts. c'est pas grave. Moi, j'ai quand même une question qui s'adresse pour vous, alors que vous le vouliez ou non. Je vais, je vais vous poser une question. Et on verra si c'est la dernière question en fonction du temps que l'on a. Donc, je lis la question. La professeure Iona parlait de repenser et reconstruire les objets d'études suite à la crise. Avez-vous des exemples concrets de ce genre de réification des objets d'études dans le passé? Alors, Est-ce que vous je voulez vais que me je répète souvenir. la question? Non, non, c'est bon, j'ai pris mes petites notes. Parfait. Je dirais qu'à chaque temps de crise, en fait, indépendamment des objets de recherche. Donc là, je ne me positionne pas dans une perspective de recherche, mais vraiment dans une perspective de crise à gérer, d'un choc ou d'un événement qui a un impact sur une population. On a systématiquement, en fait, une remise en question à différentes échelles de la société qui a vécu cet événement. Et quand on parle d'un retour à la normale, en fait, on sait très bien que c'est jamais une normalité, enfin, ce ne sera jamais un retour à la normale telle qu'elle existait avant, puisqu'il y a cet événement-là qui vient influencer, en fait, la manière dont on va agir. Alors, ça ne veut pas dire que dans la mémoire collective, on va s'en souvenir longtemps, ou que l'on va en retirer toutes les leçons que l'on pourrait éventuellement en tirer, mais il y a nécessairement un apprentissage qui en est fait. Et donc, effectivement, lorsque l'on parle de repenser et de reconstruire des objets d'études face à une crise de ce type-là, en fait, ça va être de repenser notamment, alors d'un point de vue du chercheur, par exemple, ça va être de repenser à l'impact que peut avoir le sujet sur lequel on s'intéresse sur les populations qui vivent ce que l'on observe. Donc là, je fais un peu le lien aussi encore avec ce qu'on a vu hier. C'est l'idée, par exemple, de réfléchir à toute la notion de trauma. Alors, je parle de trauma au sens gestion de crise, pas nécessairement. Il n'y a pas d'échelle dans la notion de trauma que je propose. Mais c'est justement de réfléchir à, quand on va discuter d'un objet d'étude, de réfléchir à l'impact du chercheur sur la population qui sert d'objet d'étude. Donc ça, c'est vraiment de cette manière-là, en fait. Et donc, repenser ou reconstruire des objets d'études, c'est également repenser et les reconstruire d'un point de vue méthodologique et conceptuel. Donc, de réfléchir à comment est-ce que l'on peut étudier ces objets-là, tout en tenant compte, en fait, de ce que l'étude peut avoir, ou la démarche du chercheur peut avoir sur la perception et sur le vécu, en fait, des personnes qui sont étudiées. Un exemple, alors parmi les questions, la sous-question, c'était est-ce qu'il y a des exemples par le passé? En fait, oui, en fait, on s'aperçoit qu'à chaque crise, donc à chaque étude portant sur une crise, il y a des apprentissages qui sont faits et qui viennent influencer la manière dont on va analyser les nouvelles crises qui sont faites. Et on a beaucoup, par exemple, parlé, alors j'étire un peu la sauce. Quand on a parlé de la crise sanitaire qu'on vit actuellement, on a beaucoup comparé notamment à la crise de 1818, 1818-1819. Et on sait très bien que la manière dont on l'a étudiée est totalement différente. Et notamment aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus à la manière dont les collectivités, les individus vivent l'événement au-delà d'une crise sanitaire. Donc là, ce sera un exemple qu'on pourrait avoir. Disons, est-ce que, par exemple, on pourrait mettre en avant les récits de vie? Est-ce que ça devrait, par exemple, une méthodologie de recherche qui pourrait devenir plus prépondérante? Je vais y arriver. Oui. Oui, en fait, si on prend l'exemple des récits de vie, par exemple, quand on a eu le tremblement de terre à Haïti, en 2010. Et en fait, il y a eu toute une démarche justement de reprendre les parcours de vie des victimes, etc. Et quand il y a eu la tragédie à Lac-Mégantic en 2013, en fait, il y a la même méthodologie qui avait été appliquée à Port-au-Prince, qui a été proposée aussi à Lac-Mégantic. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a des apprentissages en fait qui sont faits et une approche qui n'aurait pas nécessairement été envisagée
auparavant et qui a notamment mené au maintien d'une équipe de proximité par la suite. Donc l'intégration de la population dans le processus de reconstruction, mais un accompagnement aussi au-delà du processus de reconstruction. D'accord. Donc, on verra bien ce que ça donne à plus long terme sur la recherche scientifique, s'il y aura des récidives dans l'ensemble des champs d'expertise que vous avez eu la chance de nous présenter aujourd'hui. Je vois l'heure passer, donc tout d'abord, je voulais savoir si vous vouliez rajouter quelque chose, si vous aviez un commentaire, quelque chose sur lequel vous souhaitiez surenchérir. Encore surenchérir, j'ai l'impression de dire beaucoup ce mot en ce moment, mais disons, si vous vouliez ajouter quelque chose, est-ce que c'est le moment, donc est-ce que vous aviez un commentaire à faire? Bon, donc je vois que c'est a priori assez clair. Je voulais également, Jérémy Viret, vous remercier d'avoir pris le relais par rapport à la connexion de Monsieur Ebrahimi. Je ne sais pas si vous étiez déjà connecté, mais c'est vrai qu'il semblait avoir pas mal de problèmes de connexion. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir pris le relais et on le remercie quand même pour le temps qu'il a pris avec nous avant que la connexion devienne instable. Je vais vous souhaiter à tous une excellente après-midi. Merci beaucoup pour d'être présent, d'avoir été présent pour ce panel. Je pense qu'il y a plein de réflexions intéressantes. Comme je vous l'ai dit en début de ce panel, ça sera enregistré. Donc voilà, si vous souhaitez revenir sur les sujets qui ont été abordés, n'hésitez pas à nous contacter et ça nous fera un plaisir de vous redonner la rediffusion. De toute façon, ça sera disponible sur Internet à la fin de la semaine du symposium. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Félicitations pour votre initiative. Merci. Au revoir. Très bon après-midi. Merci.